Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Il est partout et pourtant on ne sait pas qu'il tire les ficelles. Je veux parler du management. Loin d'être un simple outil de gestion des salariés, il règle tous les aspects de notre vie. De la maternité au cimetière, en passant par l'école, les loisirs et bien sûr l'entreprise. Dans ce monde hyper concurrentiel, le management n'est-il pas en train de nous transformer en guerriers économiques? Réponse avec mon invité. Thibault Le Texier est économiste et il vient de signer un livre intitulé « Le maniement des hommes », sorti récemment aux éditions La Découverte. Bonjour Thibault. Bonjour. Vous écrivez, que l'entreprise privée, c'est notre salut. Dans l'introduction de ce livre, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est l'institution aujourd'hui qui s'occupe de nous, qui s'occupe de notre survie, à laquelle on recourt pour se nourrir, pour s'habiller, pour se déplacer, pour communiquer, pour apprendre. Mais on recourt aussi à des entreprises pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des personnes âgées. Alors qu'autrefois, c'était peut-être la famille ou l'Église ou l'État qui prenait en charge ces fonctions, qui s'occupait comme ça de maintenir la société en vie. Aujourd'hui, c'est de plus en plus l'entreprise qui joue ce rôle. Et vous allez loin parce que vous écrivez que c'est l'autorité suprême à laquelle nous confions nos vies. Oui, de plus en plus. Autorité suprême. Elle prend la place de l'État, en fait, comme l'institution cardinale qui va régler le cours des sociétés. Alors, ce management, rappelez-nous, il a été inventé par qui ? En fait, le management n'est pas issu du capitalisme ou de l'usine, de la révolution industrielle, mais il est né au départ dans la famille. Donc il y a 200 ans, en anglais, quand on parlait de manager, de management, on faisait référence à la ménagère plus qu'au manager, en fait. C'était la femme au foyer qui s'occupait des enfants, c'était le fermier qui s'occupait de la ferme. C'était pas le cadre d'entreprise qui gérait ses employés, c'était quelque chose de domestique. C'était le soin plutôt. Oui, tout à fait. On s'occupait de l'enfant, on s'occupait du malade. Oui, c'était une relation managée, c'était une relation très personnelle où il fallait s'occuper des enfants ou des vieillards ou des femmes enceintes, par exemple. C'était vraiment prendre soin, aider à croître, à se développer. Et alors donc management, en anglais, plutôt l'anglais britannique d'ailleurs, c'était plutôt le care, donc le soin. Et c'est après, de l'autre côté de l'Atlantique, qu'est venue une autre dimension. Laquelle? Oui, tout à fait. C'est aux États-Unis, il y a un siècle à peu près, vers 1900-1910, que des ingénieurs comme Frederick Taylor ont redéfini ce terme en disant ce qui est important, c'est pas de prendre soin, c'est pas d'être dans une relation personnelle, familière, c'est au contraire de contrôler, de dépersonnaliser les relations, de formaliser ce qui était informel. Ce qui passait à l'oral, dans la discussion, doit au contraire maintenant être passé par l'écrit. Il faut tout comme ça codifier, standardiser, formaliser. Le symbole, c'est qui? C'est Taylor, le taylorisme? Oui, c'est le taylorisme ou la chaîne d'assemblage, par exemple, de Henry Ford, comme ça, où c'est plus l'ouvrier qui organise son travail, qui travaille en équipe, mais c'est au contraire la machine qui va dominer. On va devoir suivre le rythme des machines, des appareils. Donc là, vous l'avez dit, on passe du soin au contrôle. Oui, tout à fait. On va casser en fait toutes les relations familiales, personnelles qu'il y avait entre le manager et le manager. On va casser ces relations personnelles pour au contraire mettre en place des instruments de contrôle, de surveillance. Dans quel but? C'est quand on peut plus faire confiance aux individus, quand on n'est plus dans une relation intime de gens qui se connaissent, qui sont proches, on est obligé de contrôler ce que fait l'autre parce qu'on ne lui fait pas confiance, on se dit qu'il va tricher ou on se dit que le travailleur va mal faire son travail, donc on lui fixe des objectifs, on met en place des indicateurs pour voir s'il accomplit ses objectifs. Mais le but, c'est de gagner de l'argent, plus d'argent, réduire les coûts. Pas forcément. En fait, pas forcément. Le management peut être appliqué à tout. Donc très tôt, il y a des femmes au foyer qui appliquent le management à la maison, qui rationalisent la façon dont elles travaillent à la maison. Il y a des écoles, il y a la police, des mairies aussi, des institutions publiques, l'hôpital qui s'approprient ces méthodes et qui ne sont pas dans une logique de profit, qui ne cherchent pas à gagner même plus d'argent. d'efficacité? C'est différent, justement. Ouais. Ils vont être dans une recherche d'efficacité, de performance,
mais pas forcément de profit. Donc évidemment, souvent c'est lié, si les gens sont plus efficaces, ils travaillent plus vite, il y a besoin d'employer moins de gens pour un même travail, donc on va faire du profit, ça va être rentable, mais c'est pas forcément la finalité dernière du management. Et c'est pour ça qu'il a pu se diffuser aussi largement, c'est justement parce qu'il n'y a pas cet élément du profit. Si on va voir des patrons d'un hôpital ou d'une école et qu'on leur dit, bon, maintenant, il faut augmenter le profit, ça va les faire hurler. Ils vont s'opposer à l'application du management. Alors que si on leur dit, c'est pour l'efficacité, là, ça va, ça passe. Alors, dans ce monde hyper compétitif, je le disais en introduction, comment ce management nous transforme, nous, au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous transformer en guerriers, en soldats économiques? Oui, je pense que ça... Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ça dépersonnalise, que ça formalise, que ça standardise, ça fait qu'on compte de moins en moins sur les individus pour ce qu'ils sont, pour leur personnalité, leur sensibilité particulière, mais de plus en plus, on va voir en eux des personnes qu'on peut standardiser, qu'on peut former pour occuper certains postes, qu'on va rationaliser, à qui on va implanter des modes d'emploi, des protocoles, des procédures pour fonctionner de façon très rationnelle. Donc, on est un petit peu robotisé comme ça, un petit peu transformé en robot par cette logique managériale et instrumentalisé. Avec au bout la fameuse concurrence qui nous oblige parfois à être un peu dur avec notre collègue et parfois à être limite avec nos concurrents. Oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est surtout depuis une vingtaine, une trentaine d'années, c'est que de plus en plus, on demande aux individus de se manager eux-mêmes au travail. Et au lieu d'avoir un chef qui dirige une équipe, on va dire, toute l'équipe est autonome, il n'y a plus de chef, vous vous managez vous-même, vous remplissez vos fiches d'évaluation, vous fixez vos objectifs, vous vous contrôlez, mais vous êtes aussi en concurrence les uns avec les autres. Et peut-être à la fin de l'année, vous êtes 10, il n'y aura que 9 postes, donc c'est le plus performant qui restera. Donc on instaure une compétition comme ça, une concurrence entre les individus. Et est-ce qu'on y met de l'éthique lorsqu'on formate les individus? Non. Ou on s'en fiche? Non, dans le premier management, le management domestique à la maison, la morale était vraiment un cadre très important. C'était vraiment ce qui dominait les relations personnelles. Alors que dans le management moderne, celui de Frédéric Taylor, celui qu'on a dans les entreprises aujourd'hui, la morale ne disparaît pas, mais elle est instrumentalisée, elle est mise au service de l'efficacité. On va être moral quand ça nous rend efficace, et puis quand la morale fait obstacle ou freine l'efficacité, ben là, on va pouvoir s'en affranchir. Donc la morale n'est plus une fin, mais devient un instrument. Pourtant, il y a de temps en temps des codes éthiques dans les entreprises. Oui, tout à fait. Ou alors, est-ce qu'on renvoie cette responsabilité à l'individu lui-même en lui disant tu peux tricher tant qu'on n'est pas au courant Il y a les deux. Mais souvent, c'est les codes éthiques ou les chartes ou les grands principes. C'est quelque chose d'assez vague qu'on met comme ça dans le fond. Ou bien qu'on instrumentalise dans la culture d'entreprise. On va dire voilà quelles sont les grandes valeurs de l'entreprise. Oui, exact. On va essayer de former les individus pour qu'ils absorbent ces valeurs, pour qu'ils se fondent dans le moule de la culture d'entreprise. Mais ça reste quelque chose d'instrumental. La finalité, c'est l'efficacité, c'est la performance. Donc, au nom de l'efficacité et de la performance, je peux être amené à tricher. Oui, éventuellement. Ou à respecter une morale qui est à géométrie variable. Qui est la mienne, puisqu'après tout, on me rend autonome, soi-disant. Oui, tout à fait. De plus en plus, on dit aux individus, vous ne faites plus partie d'une équipe, vous êtes des auto-entrepreneurs, on appelle ça des intra-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on est salarié d'une entreprise, mais on doit se comporter comme un entrepreneur. On n'est pas là pour obéir aux ordres, mais on doit créer des opportunités, chercher de l'argent, des projets. Et donc, de plus en plus, ça invite les individus à prendre certaines libertés avec les règles, avec les codes. Et ce management que vous décrivez dans ce livre, est-ce que c'est un outil de pouvoir ou est-ce que c'est un pouvoir en lui-même à la mesure de l'État et de la famille, des autres institutions? C'est une façon d'exercer le pouvoir. Suivant les époques, suivant les institutions, il y a différentes façons de gouverner les individus. Donc on prend un groupe de personnes et disons qu'on veut leur faire quelque chose. Il y a plusieurs façons de faire. Donc il y a, par exemple, l'État va dire moi je vais fixer des lois, je vais mettre en place une police et des juges. Et ceux qui ne respectent pas les lois, je vais les punir, les envoyer en prison. Alors que le manager, lui, dit et fait très différemment. Il dit moi, je vais recruter les gens que je veux. Je ne vais pas prendre des gens qui sont là. Je vais recruter les personnes que je veux suivant des compétences. Je vais former ces personnes. Je vais leur fixer des protocoles. Donc, je
vais leur dire, voilà comment vous devez travailler, vous devez arriver à telle heure le matin, suivre les protocoles A, B, C, D. Vous aurez des objectifs et vous aurez des indicateurs, des modules d'évaluation qui permettront de voir si vous atteignez vos objectifs. Donc c'est une logique très différente. C'est une façon d'exercer le pouvoir particulière. Et celle-ci s'exerce de la même façon dans le monde entier ou il y a des différences entre les grandes aires géographiques? Non, évidemment, ce que je décris, c'est un peu le modèle comme ça pur, mais dans la pratique, c'est toujours adapté aux réalités locales, aux cultures d'entreprises particulières, aux individualités qui est non seulement des managers et des managers. Donc on est tout le temps en train d'ajuster ce modèle. Et évidemment, il y a des grandes différences entre le management aux États-Unis, en France, en Afrique ou ailleurs. Merci beaucoup Thibault Le Texier. Je renvoie donc à votre livre qui s'intitule Le maniement des hommes, publié aux éditions La Découverte. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.